Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis les plus belles histoires d'amour de la littérature, vous allez probablement me citer Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, Léo de Hurlevent ou plus clivant, Belle du Seigneur, etc., etc. Le problème, c'est que tous ces livres ont été écrits par des auteurs ou autrices européens ou disons occidentaux. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour mémorable hors du vieux continent ? Non, évidemment. Je vous propose donc un tour du monde des histoires d'amour en littérature, et cette vidéo sera consacrée à l'Asie. L'idée de cette vidéo m'est venue après la lecture du dernier livre dont je parlerai ici, mais aussi au visionnage d'une très belle vidéo qu'a faite Antastasia, qui s'appelle Les classiques amoureux du monde, que je vous recommande chaudement. J'ai essayé autant que possible de ne pas citer les mêmes ouvrages qu'elle, mais vous en retrouverez quelques-uns avec mon propre avis. Notre voyage commence dans le plus vaste pays du monde, la Russie, qui, tour à tour, nous fascine et nous révolte, bref, qui nous échappe. Une des œuvres les plus importantes de la littérature russe, c'est le roman en vers Eugène Onegin, qui a été composé entre 1821 et 1831 par Alexandre Pouchkine. Il a eu une influence majeure sur la littérature russe puisqu'il correspond à ce qu'on appelle l'âge d'or de cette littérature, une période où la littérature russe s'est émancipée de la littérature européenne dont elle s'inspirait jusqu'ici et où donc elle a trouvé sa propre voie. Cette période a été marquée en littérature par de très grands auteurs comme Dostoïevski, Tolstoï, etc., etc. Et tous ont été influencés par cette œuvre-ci, qui fut a priori le dernier roman en vers, puisqu'elle est considérée comme indépassable. Dans ce roman, l'auteur adopte un ton léger, presque insolent, qui rompt avec la tradition antérieure. C'est une œuvre unique et moderne qui a été écrite en tétramètre iambique, ce qui la rend difficile à traduire en français, et de manière générale, je crois que le russe est plus facile à traduire en anglais qu'en français, puisque la langue anglaise est plus proche du russe que ne l'est le français. En effet, en anglais et en russe, on distingue les syllabes longues et brèves, et le tétramètre iambique est un vers de 4 pieds, avec une alternance syllabes brèves et syllabes longues. Voici par exemple un vers d'Emily Dickinson, donc une poétesse américaine, qui utilise le tétramètre iambique « Because I could not stop for death ». Donc vous voyez, j'ai appuyé volontairement les syllabes longues qui vous montrent donc cette alternance de syllabes brèves et longues dans un vers de 4 pieds. Je vous donne pas d'exemple issu d'Eugène Onegin parce que moi-même je suis pas très bonne pour repérer le tétramètre iambique dans de la poésie et en plus je ne sais pas si ça a été respecté dans la traduction cette forme, ça paraît difficile puisque ça n'est pas comme ça que fonctionne le français. Moi en tout cas j'ai la traduction d'André Markovitch, je voulais spécifiquement ce traducteur là parce qu'il est considéré actuellement en français comme le traducteur de référence du russe. Et il a mis d'ailleurs 20 ans à traduire ce chef-d'œuvre. Dans le livre, Pouchkine prend souvent le temps d'arrêter l'histoire pour faire des apartés, faire des digressions, etc. Et il dira d'ailleurs dans une de ses lettres à un ami pendant qu'il composait ce roman « En ce moment j'écris un poème dans lequel je bavarde comme ça n'est pas permis. » Et je suis à 100% d'accord avec lui, je vous en reparlerai ensuite. Il y a des passages très lyriques d'une poésie sublime, notamment quand il décrit le changement des saisons, quand il décrit des atmosphères, etc. Voici par exemple une citation. « Or notre été caricature le tiède hiver méridional. Il brille et meurt, la chose est sûre, mais l'avouer nous ferait mal. L'automne errait dans les parages, le ciel se chargeait de nuages, les jours déjà étaient plus courts, les arbres sombres tour à tour, bruissaient, perdaient leurs feuilles sèches, le brouillard dormait sur les champs, les oies sauvages en criant partaient au sud, un temps, n'empêche, assez barbant s'inaugurait, déjà novembre s'instaurait. L'aurore pointe dans la nuit froide, la rumeur des travaux s'endort, avec sa louve aux côtes roides, le loup sur la grande route sort. Etc., etc.
Je vous le disais, c'est un roman en vers avec une alternance entre l'histoire et les digressions de l'auteur. Et moi, c'est ce qui m'a gênée dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, les digressions de l'auteur me coupaient du récit, faisaient une interruption que moi je trouvais gênante. En fait, le récit est très lyrique, très beau, très poétique, alors que les incursions, en fait, changent complètement de ton et ont un ton parfois grotesque, parfois même potache. Par exemple, à un moment, il fait toute une digression sur les pieds des femmes, donc les petits petons. Donc ça, c'est la traduction qu'en donne André Markovitz. Ou bien à un moment, il y a un passage, je crois que c'est pendant une fête ou quelque chose comme ça, il fait un aparté pour discourir sur les vins et dire que lui, son vin préféré, c'est le Bordeaux, etc. Et donc moi, ça me coupait complètement dans ma lecture, malheureusement. D'ailleurs, j'ai vu l'opéra en fait qui a été adapté de Tchaïkovski, qui est très beau, que je conseille beaucoup. La musique est très belle, la valse d'Eugène Onégine est très connue. Tchaïkovski, dans son opéra, évidemment, ne garde que l'intrigue, il enlève toutes les parties digressives, et je trouve que c'est très bien en fait, que ça fait que le récit est resserré. Si j'osais, donc désolé si vous êtes russe ou bien que vous êtes fan de littérature russe, si j'osais, moi je dirais qu'il faudrait enlever les digressions, mais je pense que c'est surtout que je n'ai pas assez de références en littérature russe, donc je ne saisis pas en fait tout l'intérêt que peuvent avoir ces digressions. Donc moi c'est quelque chose qui m'a gênée dans ma lecture et qui a fait que malheureusement j'étais assez déçue, je m'attendais voilà, à ce que ça soit juste comme c'est dans l'histoire, voilà, lyrique, poétique, émouvant, etc. Et il y avait un peu plus. Par ailleurs, ça rappelle un peu Shakespeare, je trouve, justement, qui... C'est pas tellement le côté digressif, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait des digressions chez Shakespeare, mais plutôt le mélange de lyrisme et de grotesque. Mais bon, chez Shakespeare, ça marche très bien, et là, chez Pushkin, j'ai trouvé que voilà, moi ça me parlait pas du tout. Donc Eugène Onégine, l'histoire c'est celle du héros éponyme, qui est un dandy, qui est dégoûté de tout, qui est lassé de tout, de l'amour, de la société, etc. Comme il hérite d'une propriété à la campagne, il s'y rend, et là il fait la connaissance de 3 personnes, 2 sœurs, Tatiana et... je ne sais plus comment s'appelle la sœur, et la sœur est fiancée à Lenski, qui est un poète jeune, idéaliste, solaire, etc. Et il devient ami avec Lenski. Tatiana tombe amoureuse de lui, elle lui fait sa déclaration dans une lettre, et en fait il repousse son amour en disant « vous êtes une femme merveilleuse avec beaucoup de qualités, mais voilà, je ne suis pas amoureux de vous, je ne suis pas pour vous ». Donc Tatiana en est mortifiée, mais enfin il faut continuer à vivre. Eugène Onégine se rend à une fête où sont également donc ses amis, etc. Et par ennui, par vacuité, il décide de séduire la fiancée de Lenski qui, se voyant trompée par son ami, le provoque en duel, donc Lenski meurt, et Eugène est obligé de s'enfuir. Pendant quelque temps, il est en exil, et à ce moment-là, il se rend compte à quel point il est devenu un personnage abject, il est seul, il revient à Moscou, je ne sais pas, dans la haute société, et en fait, à ce moment-là, il croise Tatiana, qui a épousé un général, je crois, donc qui est vraiment au fait de sa gloire, qui est admirée par tout le monde, parce que c'est une femme d'une grande sagesse, c'est une femme extrêmement belle, c'est une femme très mélancolique, puisqu'elle a toujours été très mélancolique, Tatiana. Voilà, il dit « mais je me suis trompée, je vous aime maintenant énormément », et elle lui dit « bah oui, mais je vous aime toujours, mais voilà, le devoir passe avant tout, je me dois à mon mari, donc... je ne peux pas vous aimer comme vous le souhaiterez », et donc ça se termine comme ça, où bah voilà, Eugène Onégine, à ce moment-là, n'a plus la cote en société parce qu'on trouve que c'est un personnage vraiment pas très intéressant, et il se retrouve tout seul et lâché par celle qu'il avait dédaignée auparavant. Bref, voilà, donc c'est l'histoire d'Eugène Onégine, et en fait le parallèle qu'on peut faire avec la vie de l'auteur, mais évidemment il le savait pas quand il l'a rédigé, c'est qu'en fait quelqu'un avait séduit la femme de Pushkin, enfin en tout cas c'est pas extrêmement clair, mais en tout cas il y avait quelqu'un qui salissait la réputation de Pushkin, donc il l'a provoqué en duel, et Pushkin est mort dans ce duel, malheureusement, comme l'a été le pauvre Lenski. Pushkin est issu de la noblesse par son père, et il est l'arrière-petit-fils
fils d'un ancien esclave noir, Abraham Hannibal, qui fut le secrétaire et le protégé de Pierre le Grand. Comme Eugène Onégine lui aussi, Pouchkine a été contraint à l'exil dans sa jeunesse et c'est d'ailleurs en exil qu'il a commencé à rédiger ce roman en vers. Pour en revenir plus précisément au roman, Pouchkine introduit une véritable psychologie dans cet ouvrage et il explore particulièrement la psychologie de deux personnages, Eugène Onégine et Tatiana. Ça se matérialise notamment par les échanges de lettres qu'il y a entre eux au moment de la déclaration et on voit dans ce roman l'évolution parallèle de la psychologie de ces deux personnages. Onégine a toute la figure du dandy qui est une figure emblématique de la fin du XVIIIe siècle et de tout le XIXe. C'était une figure qui était assez chère aux romantiques. Le dandy est marqué par le spleen. Le spleen, on le connaîtra plus avec Baudelaire, mais Baudelaire, c'est bien après la vie et l'œuvre de Pouchkine. On retrouve des dandys dans les œuvres de Benjamin Constant, de Chateaubriand, etc., etc. Et donc, Onégine introduit en littérature russe cette figure complexe. Il qualifiera d'ailleurs Onégine de, je cite, « premier martyr de ceux dont, en Russie, la conscience a commencé à vivre ». Voici comment le préfacier définit les dandys, trop intelligents, trop hors du commun pour se contenter de l'oisiveté, mais dont on n'a aucun besoin et qui, en outre, sont trop désillusionnés ou trop passifs pour opposer à cette oisiveté quoi que ce soit, hormis leur scepticisme. D'ailleurs, c'est une figure qui m'intéresse beaucoup, le dandy en littérature, le héros byronien, etc. J'aimerais bien un jour faire une vidéo qui lui soit dédiée, mais ça nécessitera beaucoup de recherche et de lecture pour y arriver, mais voilà, sachez que c'est dans les cartons. Il y a de très nombreuses références littéraires dans ce livre, et beaucoup de comparaisons entre Onégine et d'autres héros de la littérature. Onégine est présenté comme l'opposé de Lenski. Il est dit d'ailleurs qu'il se lie d'amitié avec lui par ennui. Il le trahit en draguant sa fiancée. Lenski, lui, de son côté, n'est pas du tout un dandy, c'est un être tout à fait solaire, il est exalté, il est plein d'idéaux, assez naïf aussi d'une certaine manière, et son âme s'effondre complètement lorsqu'il découvre la trahison de son ami et celle de sa fiancée, dont il découvre à ce moment-là la légèreté, puisque elle s'est laissée séduire quand même assez facilement. Tatiana, de son côté, est un personnage extrêmement intéressant. Elle est beaucoup plus proche d'Onégine puisque c'est un personnage beaucoup plus lunaire comme lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle pensait qu'ils iraient bien ensemble. Mais en fait, elle se trompe énormément en le côtoyant puisque elle projette sur lui sa vision des héros romantiques puisqu'elle baigne dans la littérature française et anglaise, mais aussi dans le folklore russe dans lequel elle a été éduquée par les contes que lui racontait sa nourrice quand elle était enfant. C'est une femme ardente, mais qui est aussi dans l'abnégation, qui porte le devoir au nu, on le voit à la fin, et elle a souvent été présentée comme l'idéal de la femme russe dans une perspective très patriarcale, puisque très influencée par la culture nationale, ardente, amoureuse, et en même temps porte la notion de devoir de la femme au plus haut. Et moi je trouve que c'est en fait le personnage le plus touchant, peut-être avec Lenski aussi, de tout ce roman. On est touché aussi par son caractère téméraire, elle ose quand même, étant toute jeune fille, écrire une lettre dans laquelle elle dit à l'homme qu'elle aime son amour, etc. C'est quand même assez fort et c'est pas anodin du tout au début du 19e siècle pour une jeune femme. Et le roman raconte aussi voilà, comment elle passe de petite fille aveuglée par ses idéaux jusqu'à une femme grave et majestueuse qui malheureusement ne peut pas vivre l'amour qu'elle porte en elle. Dans cette histoire, il y a un amour décalé entre Onégine et Tatiana. À la fin, on se demande est-ce qu'il est réellement amoureux d'elle, puisque à la fin, elle apparaît dans toute sa majesté, dans sa richesse, dans sa grandeur, etc. Donc elle devient éminemment désirable. Est-ce que réellement il est amoureux de ce qu'elle est, ou est-ce qu'il est charmé par l'aura qui émane d'elle? On ne sait pas. Elle, de son côté, elle doit faire face à la permanence de son désir qu'elle doit reléguer au fond d'elle-même, puisque son devoir lui interdit. C'est une histoire d'amour impossible, donc très romantique. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas lié au destin des individus, comme ça peut être le cas, par exemple,
dans Roméo et Juliette, etc. C'est vraiment lié à la personnalité, c'est Eugène Onegin qui a tout gâché. Donc le fait de mettre l'individu comme acteur principal de son destin, c'est ce qui rend cet ouvrage très moderne. Même si moi j'étais un peu déçue par rapport à mes attentes, j'espère tout de même que ça vous donnera envie de le lire parce que c'est vraiment un des grands classiques de la littérature. Donc c'était Eugène Onegin d'Alexandre Pouchkine. On change de pays pour arriver en Azerbaïdjan et parler d'un texte mythique fondateur de la culture orientale. Il s'agit de Leïla et Majnoun de Nezami, qui est considéré comme le Roméo et Juliette du monde islamique. On situe en général les origines de cette histoire en Arabie, mais moi j'ai choisi l'Azerbaïdjan parce que c'est là que son auteur est né, dans la ville de Ganja, soit un petit peu plus au nord que la péninsule arabique. Sa famille était originaire de la ville de Rome, je sais pas comment il faut le prononcer, en Iran. Donc c'est pour ça que souvent on l'associe avec l'Iran, mais aussi parce que de manière générale, au moment où vivaient Nezami, là où il est né et là où sa famille était originaire faisait partie de l'Empire perse, dont la capitale était Téhéran. Vous connaissez peut-être plutôt la version de Jamy, qui est plus célèbre en France parce qu'elle a inspiré Louis Aragon pour composer son chef-d'œuvre Le Fou d'Elsa, mais moi j'ai pas choisi cette version-là, parce qu'en fait, hors de France, c'est bien cette version, celle de Nezami, qui est la plus connue, qui est considérée comme la référence, parce que c'est la plus ancienne qui parle de cette histoire, et elle n'a été traduite en français que récemment, je crois. On pense que c'est une histoire qui existait déjà chez les Bédouins d'Arabie, voire peut-être que les personnages ont réellement existé. Le héros s'appelle Kaïs ibn al-Moulaweh et il faisait partie de la tribu des Banu Amer. Il est tombé amoureux de sa cousine Leïla, mais le père de Leïla a refusé l'union parce que déjà Kaïs montrait des signes de mélancolie et de non-respect des convenances quant au mariage, donc il n'était pas considéré comme fiable et on ne voulait pas de lui comme beau-fils. Tourmenté par cet amour impossible, il coupe les ponts avec la vie en société, sa famille, ses amis, etc. Il va vivre dans le désert avec les animaux et se fait appeler Majnoun, ce qui signifie fou. De son côté, Leïla, qui est également très amoureuse de Kaïs, est prisonnière de sa condition de femme, donc elle est obligée d'épouser quelqu'un d'autre, mais elle impose à son mari la chasteté dans le mariage, et finalement lorsqu'elle devient veuve, Majnoun et elle peuvent se marier, mais ils doivent attendre 2 ans, ce qui est le délai qu'elle doit respecter dans son deuil. Et alors qu'elle a attendu des années et des années, cet horizon lui paraît insurmontable et elle meurt de désespoir. Majnoun vient donc sur sa tombe et meurt lui aussi sur la tombe de Leïla. Les deux amants, bien qu'ils ne puissent pas se voir, utilisent les mots pour communiquer. Majnoun chante dans le désert, les gens viennent l'écouter et ensuite retranscrivent ses chants, retranscrivent ses paroles qui parviennent jusqu'aux oreilles de Leïla. Il refuse toutes les tentatives extérieures de lui faire entendre raison et il n'a d'yeux, d'oreilles, de cœur et d'esprit que pour elle, que pour son amour. Il est tellement amoureux de Leïla qu'il préfère prier pour elle que pour Dieu. D'ailleurs, je trouve qu'il y a presque une dimension de blasphème, puisque à un moment il va faire le pèlerinage à la Mecque et il tourne donc autour de la Kaaba et au lieu de prier Dieu, en fait, il prie Leïla. Donc c'est très étonnant et très moderne, il me semble. D'ailleurs, à noter qu'il est expliqué dans la préface par la traductrice qu'elle a choisi de ne pas mettre au début de l'histoire un certain nombre de vers qui étaient la louange au prophète que visiblement il fallait forcément faire, qui visiblement, si j'ai bien compris, était une sorte de norme au début du poème. Il y a les louanges au prophète, ensuite il y a les louanges je sais plus, au prince, voilà, au chef de Nezami, etc. Et en fait, je trouve vraiment dommage de ne pas avoir ces louanges au prophète parce que à un moment, moi j'avais envie de lire l'œuvre en entier et je ne comprends pas voilà, ce choix, même si c'était peut-être un peu long et que ça nous intéresse pas forcément, ça fait partie de l'œuvre d'avoir ça en entier. Mais je trouve ça assez regrettable malheureusement d'avoir enlevé cette partie-là. Leïla et Majnoun, c'est un poème qui a énormément influencé la pensée soufie. Je vous rappelle,
Le soufisme, c'est une pratique ésotérique et mystique de l'islam, une quête spirituelle intérieure pour ouvrir son cœur à la connaissance du principe divin. L'amour terrestre est au cœur du soufisme parce qu'il mène à l'amour divin, et dans Leïla et Majnoun, l'amour pour Leïla est la métaphore de la quête mystique de l'âme pour l'absolu, c'est-à-dire l'amour divin. Voici par exemple un éloge de la beauté de Leïla qui est fait, exorde au verset de bonté. Astre des astres au royaume de beauté, index de splendeur des 7 sphères, des 7 trésors la récipiendaire, convoitise de la lune sur la voûte céleste, désolation du cyprès au parterre, ouverture à la 7e case de crainte et espoir, héritière de la lune et du soleil, autel de prière des idolâtres, lampe de la demeure, cyprès au jardin, à la fois compagne d'amour et l'égale de grâce, à la fois trésorière et dispensatrice du trésor, instigatrice de ceux vêtus de soie, pourvoyeuse des vendeurs de sucre, l'aimée de 1000 cœurs en secret, la chaîne au cou de 1000 Majnoun, Leïla, qui en beauté était prodige et point de mire de l'univers, rose tendre et fraîche, un gobelet à la main, du bourgeon printanier venait d'éclore. Etc., etc. Ce mysticisme est accentué par l'ascétisme dans lequel vit Majnoun, qui rejette les attributs classiques de la vie séculière et préfère vivre dans le désert avec les animaux, où il fait la recherche de l'essentiel et de l'amour divin. Il acquiert donc une forme de sagesse en défiant les lois de la société. Donc c'est étonnant de voir que Majnoun, le fou, devient alors sage, et Leïla de son côté n'a pas la même liberté que Caïs, que Majnoun. Elle est obligée de vivre son ascétisme en refusant la sexualité avec son mari et en donnant une image extérieure conforme à ce qu'on attend d'elle, mais en n'étant que cendre à l'intérieur. L'auteur souligne à quel point Leïla vit une double peine puisqu'elle est femme. Ainsi, je vous lis un extrait pour montrer la cruauté du mari de Leïla, ce qu'il lui inflige pour éviter qu'elle ne lui soit infidèle. Leïla que non pas, beauté en la forteresse, dame à la litière en la citadelle, de vin, de soupir pour l'aimer, respire de serpent, de mélancolie aux prises à 1000 tourments, le cœur serré telle l'étroite loge de l'ami, la porte plus fermée que toute l'affaire de celui-ci, captive à l'anneau de la corde pleine de nœuds, sans lien, retenue au lien de la geôle. Son époux, tout le jour, faisait le guet. Il avait, d'éclats de diamants tranchants, jonché le seuil, afin qu'elle ne s'enfuit de nuit, telle l'assoiffée, rejoindre à couvert la taverne des idolâtres. Autrement, en marque de bonté et d'affection, il se dévouait pour elle à longueur de journée. Leïla, le visage fermé, le regardait avec froideur. L'amour entre les deux est forcément voué à l'échec parce que si jamais il avait pu s'accomplir, si jamais ils avaient pu se marier et être heureux ensemble, jamais il n'aurait pu être aussi pur et noble. Il transcende la distance, il transcende l'absence physique, les vents transportent les mots d'amour que chante Majnoun dans le désert, et même le corps amoureux de Majnoun se met à former des lettres de l'alphabet qui composent le nom de Leïla. Mes jambes, telles deux lames, sont près de fléchir. Mes mains, deux yeux, se tordent et s'enroulent. Ton nom, tel le nom, tout mon être contient. Pareillement, deux yeux et deux lames. Cet amour que j'ai de toi, du cœur ne peut m'être ôté. Ce secret à personne ne peut être confié. Avec le lait en mon corps, le secret est entré. Avec la vie de mon corps, il sortira. Le style de ce livre est très lyrique, descriptif, très chatoyant, il y a énormément de métaphores. Par exemple, l'auteur dit « Leïla, quand fut avertie de cet état, de la tête aux pieds devint roseau en pleurs, de l'arc de ses deux yeux, ses narcisses, elle perça, sur le jasmin, la gâte de ses larmes. » Les émotions sont énormément exacerbées dans l'ouvrage, il est beaucoup question de pleurs, de fureur, de colère, de tristesse,
de grand amour, etc. J'avoue que en l'abordant, j'avais peur que ça soit d'interminables éloges sur la beauté de Leila, et en fait, c'est pas du tout ça, c'est assez prenant comme ouvrage, parce qu'il y a plein d'épisodes qui se succèdent. Évidemment, c'est pas Majnoun qui pleure pendant 200 pages. Certaines personnes viennent le voir, il reçoit la visite de son père, il reçoit la visite de sa mère. À un moment, il y a un prince étranger qui lui dit « Non mais moi je te prête serment que je vais faire en sorte de te donner la femme que tu aimes ». À un moment, Majnoun il sauve les animaux, etc. Donc en fait, il se passe quand même pas mal d'aventures. Bon, c'est pas un page-turner parce que c'est quand même de la poésie, donc c'est pas extrêmement prenant, mais c'est quand même, ça se lit quand même très très bien. Enfin, moi j'ai eu plaisir à le lire. Donc moi j'ai bien aimé cette lecture, j'étais vraiment très contente de découvrir ce grand classique de la littérature. Donc si parmi vous il y a des Leila ou que vous en connaissez, sachez que a priori, ben voilà, ça vient de cette histoire-là, ça vient de Leila et Majnoun, dont il y a plusieurs versions, et dont moi je vous ai présenté la version de Nezami. On arrive maintenant en Palestine, avec un recueil de nouvelles d'Adania Shibli, Nous sommes tous à égale distance de l'amour, qui a été écrit en 2014. C'est un recueil de nouvelles qui est consacré à l'amour, mais surtout à la solitude. Il commence d'ailleurs avec une nouvelle très émouvante, d'ailleurs à mon avis la meilleure du recueil, d'une femme qui écrit à un homme par rapport à sa santé, je crois qu'il est médecin. Elle lui pose des questions, et comme il lui répond gentiment, au fur et à mesure de leur correspondance, elle se met à tomber amoureuse de lui, elle lui avoue son amour par courrier. Ensuite, je crois que c'est de la deuxième nouvelle, on suit une jeune fille qui est chargée, comme son père, de dépouiller pour l'armée israélienne les courriers que envoient et reçoivent les gens, et donc de faire de la censure. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout la censure, c'est de lire des lettres d'amour. Donc cette histoire-là constitue un peu une sorte de récit cadre où il est souvent question de lettres, mais je crois pas que toutes les histoires soient vraiment reliées à ce récit cadre, mais en tout cas il y a ce petit fil rouge dans certaines des histoires. Dans cet ouvrage, il y a plusieurs expériences différentes de l'amour. L'amour sans retour, le mariage malheureux, l'enfance sans amour parental, ou encore le fait de n'aimer personne et de se barricader derrière un mur de haine. Par exemple, voici une lettre qu'envoie un personnage. « C'est incroyable, je n'aurais jamais cru qu'écrire serait plus difficile que parler. Mais voilà, je t'aime. Tu te demandes peut-être ce qui a pu me mettre sur ta route. Tu te dis que la vie est assez difficile comme ça. Mais c'est bien ce qui m'est arrivé. Cela n'a rien d'une déclaration de guerre, c'est une déclaration belle et tendre de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Tu dois te sentir nerveux. Tu sais bien que la vie est très courte. Pourquoi ne la vivrions-nous pas au jour le jour pour profiter de ses joies dès que nous le pouvons ? Je n'ai jamais cru que les conventions étaient plus importantes que les sentiments. Pour cette raison, je ne peux m'empêcher de nous imaginer ensemble. Je te serre contre moi, je passe mes mains sur ton corps et je sens ton souffle. Je t'en prie, ne m'en veux pas de t'avoir écrit ces mots et d'y avoir songé. Lis-les simplement. Voici au contraire une personne qui vit sans amour et qui fait le constat de sa vie misérable sans cet élément essentiel. Qui voudrait me fréquenter, moi la paria, qui a franchi la limite, qui ne peut que pousser les autres à leur limite. C'est certainement mon défaut le plus persistant et le plus coriace. J'aurais pu en entraîner des centaines avec moi vers cette frontière. Mais tous m'ont quitté, et me voilà seule. Une bergère sans troupeau, qui ne trouve du plaisir qu'en haïssant en silence. Durant de nombreuses années, j'ai essayé d'agir autrement, d'aimer et de donner, de m'ouvrir et de baisser ma garde. Mais tout en ressentant un petit bonheur intérieur, je croulais sous le poids du mensonge et de ma désillusion. La raison de tout cela est probablement que je n'ai pas été élevée dans les principes de l'amour, mais dans ceux de la solitude et de la distance.
D'ailleurs, depuis l'agonie de A, j'ai constaté que je ne changerai jamais. Je ne serai jamais meilleure. J'ai trop peu d'amour en moi pour devenir meilleure. Je manque d'amour. Je manque terriblement d'amour. Ou je manque peut-être de force pour feindre d'aimer et pour me perfectionner dans ce jeu-là. Ma dernière chance de le faire était A. Certaines nouvelles m'ont plu et d'autres m'ont mise quand même plus mal à l'aise. J'ai trouvé dommage qu'en fait le côté palestinien soit assez absent du récit. C'est vraiment un récit qui est un peu hors sol. Il y a assez peu d'éléments sur la société. On sait juste que voilà, il y a le poids du patriarcat sur les femmes dans le mariage, et je vous le disais, il y a un personnage qui fait de la censure dans les lettres et qui travaille pour le compte de l'armée israélienne. Mais en fait, à part ça, vraiment c'est un livre qui aurait pu se passer, je sais pas, au Vietnam, en Éthiopie, en Espagne, etc. Et moi c'est dommage, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aurais aimé voir comment est-ce que les relations interpersonnelles, comment l'amour est impacté par le fait d'habiter, je ne sais pas si c'est dans la bande de Gaza ou si c'est en Cisjordanie, etc. Voilà, j'aurais aimé que l'autrice creuse ce sujet-là. C'est une autrice qui est née en 1974, Adania Chibli. On a beaucoup parlé d'elle parce qu'il y a eu un peu un drama après le 7 octobre 2023. Elle devait recevoir à la foire du livre de Francfort un prix pour son ouvrage Un détail mineur, qui raconte l'histoire de l'enquête que fait une personne sur un fait réel. Oui, je crois que c'est un fait réel. C'est le meurtre d'une jeune bédouine par l'armée israélienne. Et elle devait recevoir un prix. Et voilà, la foire de Francfort, ils ont estimé que c'était pas exactement le bon moment. Bon, donc bref, il y a eu un drama. Et en fait, je l'ai acquis récemment. Voilà, un détail mineur. J'avais envie de le lire plus longtemps et donc je l'ai acquis récemment. Donc, au-delà de cet épisode, c'était bien. Mais en fait, je l'ai lu il y a plusieurs mois et j'ai complètement oublié. Et franchement, j'en garde assez peu de souvenirs, donc voilà, c'est à lire si vous voulez lire une autrice palestinienne, si vous voulez voir un recueil de nouvelles qui se lit rapidement, mais pour moi, c'était pas mémorable. Donc c'est Nous sommes tous à égale distance de l'amour d'Adania Chibli. Le livre suivant est vraiment très original, je pense que je n'ai jamais lu de livre semblable. Il s'agit du Beau Juif d'Ali Al-Moukri. Il raconte l'histoire d'amour entre une jeune fille musulmane et un juif un petit peu plus jeune qu'elle, au Yémen au XVIIe siècle. Le fond historique de cette histoire, c'est un contexte de tensions interreligieuses. Globalement, c'est une société musulmane dans laquelle il y a une forte communauté juive qui est à peu près intégrée, mais quand même, dans les communautés, chacun reste de son côté. Les deux amoureux, c'est Salem et Fatima. Fatima, c'est la fille du Moufti, c'est-à-dire un religieux sunnite qui interprète la loi islamique, c'est-à-dire la charia, et qui peut rendre des avis juridiques. Et lui est le fils du vitrier qui répare les vitraux de la maison du Moufti, et qui peut faire aussi quelques menus travaux. Il y a une différence sociale entre les deux personnages, mais c'est surtout une différence religieuse et communautaire qui les sépare. On sent que les relations entre les communautés juives et musulmanes sont fragiles, qu'elles sont inégalitaires et qu'elles peuvent à tout moment basculer dans la violence. Ça montre aussi un Yémen multiculturel et j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant de lire une histoire comme ça parce qu'à notre époque où on veut nous faire croire que les musulmans et les juifs ne peuvent pas s'entendre, c'était quand même intéressant de voir qu'à une époque c'était possible, même si, je le rappelle, c'est une société qui était profondément inégalitaire. Les juifs avaient un statut moindre que les musulmans au Yémen à cette époque. Dans l'histoire, Fatima propose à Salem de lui apprendre l'arabe et ça lui fait découvrir
la culture et la religion islamique. Et de son côté, Salem lui parle de sa propre religion, le judaïsme. Donc il est beaucoup question de religion dans ce roman. Fatima, c'est très intéressant, elle a une approche très pure et antisociale de la religion. Pour elle, la religion, l'amour de Dieu, c'est avant tout un sentiment, une connaissance qui ouvre à d'autres horizons, qui ouvre à l'autre, plutôt qu'un rite qui bâtit des murs entre les individus. Je vous lis par exemple une lettre que Salem envoie à Fatima, que je trouve très belle. « C'est par ton nom que je veux commencer, et par lui que je finirai. Recevoir cette lettre de vous, reine de beauté et de perfection, vous la plus achevée des créatures humaines, m'a enchantée. J'ai ressenti la joie de l'amant éperdu qui soudain hume l'odeur du paradis, un parfum de basilic. J'ai de la gratitude pour vos tendres doigts qui ont formé ces mots consacrés à l'amour et à la paix et ont répandu sur le monde des gouttes de compassion et d'indulgence. Merci à votre Dieu pour avoir puisé dans sa miséricorde pour nous donner votre nom et avoir insufflé en vous nombre de ces qualités afin que vous en reteniez une si belle part, etc., etc. Même si les deux personnages s'aiment, la situation est insoluble pour leur enfant, puisque le père Salem s'est converti à l'islam, mais si j'ai bien compris, dans l'islam, la religion en fait est transmise par le père, donc lui est considéré comme un faux musulman, et il ne peut pas non plus faire accepter par la communauté juive son enfant, puisque chez les juifs, la religion se transmet par la mère, et donc la mère, elle, est musulmane. Donc cet enfant est rejeté par les deux communautés, puisque ses parents ont défié les lois humaines. C'est un roman qui est assez triste, mais en même temps dans lequel il y a une grande lumière. La lumière d'un amour qui se bâtit sur les mots, d'une culture partagée et offerte, du respect mutuel entre les amoureux. On sent le grand amour que l'auteur a pour le dialogue entre les personnes, pour le Coran, pour la connaissance. Il dénonce l'hypocrisie religieuse, la persécution des juifs, l'hypocrisie sociale de ceux qui se prétendent être de vrais croyants, mais dont l'identité ne repose que sur le rejet de l'autre. L'auteur interroge aussi les identités, le fait d'être assigné à vie à une identité, alors que la religion est censée promouvoir la conversion, en tout cas dans l'islam. Je crois que ça n'est pas le cas dans le judaïsme où on ne peut pas, à quelques rares exceptions près, se convertir. C'est un roman qui a été comparé à Roméo et Juliette et effectivement il y a du tragique dedans, mais je vous le disais aussi, il y a beaucoup de lumière. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé très très beau, très original. Il se lit extrêmement facilement, il est vraiment très très court. Donc je vous le recommande très chaudement. Il s'agit du Beau Juif d'Ali Al-Moukri. Après le Yémen, on arrive en Oman avec Les Corps Célestes de Joka Alarti, un roman écrit en 2010. Il est né du travail universitaire de l'autrice qui a fait une thèse sur la place du corps dans les ghazal-odri, c'est-à-dire la poésie d'amour courtois dans l'Arabie du Haut Moyen-Âge. Mais ici, elle parle de l'amour dans la société omanaise contemporaine à travers le destin de 3 femmes qui sont sœurs et qui font toute l'expérience de l'amour de manière différente. D'abord, Maya, l'aînée, est tombée amoureuse d'un inconnu qu'elle ne parvient pas à épouser, mais elle est mariée à Abdallah, qui est tombé amoureux d'elle au premier regard. De son côté, Asma épouse Khaled, guidée par un sens absolu du devoir, alors que Kaola, je sais pas trop comment on prononce son nom, qui est la plus belle, refuse tous les partis que lui propose son père parce qu'elle a juré fidélité dans son enfance à son cousin. Il y a aussi un autre personnage de femme dont on entend souvent parler qui s'appelle Zarifa. C'est une ancienne esclave. Elle est restée très attachée à son maître, le marchand Suleiman, qui est le père d'Abdallah, si vous arrivez à suivre. Et ce père est très autoritaire et il a une forte emprise sur Abdallah qui essaie tant bien que mal
d'échapper à la tutelle paternelle. On parle beaucoup des femmes dans ce livre, mais les hommes ne sont pas en reste. On a régulièrement le point de vue de certains d'entre eux, par exemple Abdallah, le mari de Maya, intervient régulièrement. Il regarde avec mélancolie et tendresse sa femme si discrète, dont il sait bien qu'au fond elle ne l'aime pas comme il aimerait qu'elle l'aime, et dont il est pourtant éperdument amoureux. On suit aussi Hazan, le père des 3 filles, qui vit une histoire d'amour clandestine avec une femme indépendante qu'on surnomme la Lune. Heureusement, dans le livre, il y a un arbre généalogique au début qui permet un petit peu de situer dans les différentes familles la place des uns et des autres, et je dois dire que c'est pas du luxe parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnages différents. C'est un roman très subtil sur la société et sur l'amour. Il est beaucoup question de l'évolution de la société, puisqu'on évoque l'esclavage dans lequel était Zarifa, mais aussi les jeunes qui veulent s'éloigner de la tutelle paternelle, les jeunes qui veulent aller habiter à l'étranger, etc. La place des femmes est évidemment centrale dans ce roman. Il faut savoir que l'Oman est considéré comme un des pays du Moyen-Orient les plus progressistes pour la femme. Les femmes ont le droit de vote, il y a des parlementaires femmes, il y a 3 souks féminins. La plupart du temps, les femmes possèdent le cheptel familial, elles participent aux négociations, etc. Mais il existe encore évidemment des discriminations. Et rappelons également qu'à ce jour, Oman est encore une dictature. Le roman montre que le destin des femmes, qui sont souvent cantonnées à la maison, est quand même énormément déterminé par le mariage, comme le montre cette citation. Le mariage était ce certificat qui proclamait son statut de femme à part entière, son permis de passage dans le vaste monde déployé au-delà des limites de la maison. Le roman n'est pas du tout manichéen dans sa vision de l'amour. Évidemment, le mariage arrangé n'est pas valorisé, mais le mariage d'amour lui-même peut se retrouver bancal, parce que la société n'aide pas vraiment les jeunes gens à avoir un avis éclairé sur leur partenaire. Les femmes sont souvent guidées par un très fort sens du devoir, qui serait un peu comme leur plus belle parure, comme le montre cet extrait. Chaque mesure de patience dont elle parvenait à s'armer pour supporter l'éloignement de son bien-aimé la comblait de fierté. Elle voyait cette vie de souffrance comme le comble de l'abnégation amoureuse, une passion qui ne se laissait détruire par aucune adversité, une passion qui ne se laissait pas même détruire par la cruauté de l'être aimé. Souvent, les femmes, on le voit, déchantent dans leur vie maritale. On a aussi le cas, je vous le citais, d'Abdallah, qui intervient souvent dans l'histoire et que je trouve assez touchant. Je vous disais, il épouse Maya par amour, mais il constate assez vite que c'est un amour à sens unique et qu'elle lui reste très fermée. Il n'a pas eu ou pas pris le temps de chercher véritablement qui elle était, ce qu'elle aimait, etc., etc. Au final, je suis pas sûre que leur mariage soit vraiment malheureux, c'est pas vraiment présenté comme tel, mais il est certainement pas aussi épanoui que l'auraient voulu Abdallah et Maya. Parallèlement, l'amour adultère que porte Hazan à la Lune ne peut les mener qu'au malheur, parce que vivant leur amour sans attache dans la clandestinité, ils en arrivent à une nouvelle forme d'esclavage. Ainsi il est dit, chacun d'eux l'avait voulu ainsi, qu'ils restent libres dans leurs interactions. Et pour un moment, il leur avait semblé que cet objectif était atteint. Un désir intact, aucun artifice, aucune dissimulation, aucun mensonge, ni promesse ni espoir, la flamme de l'instant et rien d'autre. Pas de chaîne qui les aurait rattachés au passé et, plus important encore, aucune chaîne qui les lierait à l'avenir. Chacun d'eux l'avait voulu ainsi et avait fait ce qu'il fallait pour cela. Un homme libre, une femme libre et une relation libre. Au bout de quelques semaines, Hazan finit par comprendre que cette relation prétendument libre les entraînait dans une forme extrême d'asservissement, et que ce besoin pressant qu'ils avaient l'un de l'autre tenait chacun d'eux prisonnier des chaînes les plus indestructibles qui se puissent concevoir, l'accaparant entièrement et le détournant de toute autre préoccupation. Il comprit que ce cycle ininterrompu de rencontres suivies de séparations les enfermait à l'intérieur d'une roue, dans laquelle ils tournaient tels 2 esclaves enchaînés. Son besoin d'elle était à la fois profond, violent et confus, et leur retrouvaille ne réussissait qu'à le faire redoubler de profondeur, de violence et de confusion, convoquant de manière plus impérieuse encore ce qu'il n'avait pas encore exprimé de désir et de pulsion. Tout en ouvrant lentement le portail en bois de sa maison, Hazan était absorbé dans sa réflexion du moment. Pas de liberté en amour.
C'est un roman choral à la forme assez éclatée. C'est pas très facile de suivre les différentes voix et parfois on a un petit peu du mal à suivre. Globalement, j'ai bien aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était assez enlevé, assez subtil dans les relations interpersonnelles et sociales. On voit bien l'évolution de la société qui a du mal à laisser s'épanouir les gens. Et c'était agréable aussi de lire un livre sur ce pays mal connu. Donc c'était Les Corps Célestes de Joka Alarty. On arrive maintenant dans un petit pays d'Asie centrale, le Kirghizistan, avec Djamilya de Chingiz Aytmatov, qui est peut-être le roman kirghize le plus connu en France. Il a été écrit en 1958 et c'est Louis Aragon qui nous l'a fait découvrir. Il est tombé amoureux de cette longue nouvelle, de ce très court roman, quand il l'a lu dans la revue Novimir et il l'a fait traduire et publier en 1959. Chingiz Aytmatov est né en 1928 et mort en 2008. Il est né au Kirghizistan alors que ce pays faisait partie de l'URSS. Il a perdu son père à 10 ans, c'était un haut fonctionnaire qui a été exécuté pendant les grandes purges staliniennes. Ensuite, Chingiz Aytmatov est devenu un pur produit de la société soviétique. Il a été ouvrier agricole, secrétaire du soviet local. Il a fait des études à l'Institut agricole de Frunze, c'est-à-dire Bishkek, la capitale actuelle du Kirghizistan. Il s'est ensuite consacré à l'écriture et a traduit de nombreuses œuvres kirghizes en russe. Il a reçu le prix Lénine et acquis petit à petit de la renommée, jusqu'à devenir dans les années 80 un des auteurs soviétiques les plus connus. Ses écrits étaient à ce moment-là plus critiques envers le régime ou lucides sur la société, puisqu'il évoquait la répression qui s'abat sur les dissidents, la corruption, le trafic de drogue, la préservation de l'environnement et la tension entre modernité et tradition. En 1987, il a violemment critiqué la réécriture de l'histoire qui fait de Staline le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Et après l'indépendance de son pays en 1991, il a fait ériger un mémorial pour les victimes du stalinisme, mémorial dans lequel il a fait enterrer son père et où se trouve sa propre tombe. Dans ce court roman Djamilya, il n'y a pas de dimension politique, mais on voit une société qui s'est transformée. Elle vit au rythme des travaux dans les champs qui sont administrés par le soviet, mais il reste encore le poids des traditions sur la famille, la persistance de la polygamie. La religion semble avoir complètement disparu, même s'il est évoqué que le patriarche fait discrètement ses prières selon le rite musulman, à une époque où la religion était vilipendée, voire même interdite par le régime soviétique. Ce roman très court et très simple raconte l'histoire d'amour entre Djamilya et Daniyar, deux paysans kirghizes. Le point de vue c'est celui de Seyt, qui est le beau-frère de Djamilya, mais qui est plus jeune qu'elle, il a à peu près 14 ans. Il a avec elle la proximité d'un frère, mais il est aussi un petit peu amoureux d'elle, comme on l'est quand on est adolescent. Djamilya est mariée à son frère, mais le mari de Djamilya est absent parce qu'il a été à la guerre et il est actuellement hospitalisé dans un hôpital militaire, puisque l'histoire se situe en 1943. Dans le village arrive un homme Daniyar, mais qui a été éloigné de sa communauté après avoir vécu une vie difficile. Quand il revient, il est très mélancolique alors que le naturel des gens est au contraire beaucoup plus exubérant. Et donc il se retrouve un petit peu en marge de la société, même si personne n'a vraiment rien à lui reprocher. Et sous les yeux de Seyt, le narrateur, se développe un amour impossible entre Djamilya et Daniyar, puisque Djamilya est mariée. C'est aussi un roman sur l'art, parce que Djamilya tombe amoureuse de Daniyar lorsqu'elle l'entend chanter. Lorsque Daniyar chante, il révèle à ses auditeurs toute la profondeur de son monde intérieur. Il subjugue complètement ses auditeurs. Seyt alors découvre la mélancolie de l'existence. Il voit d'un autre œil la beauté des paysages de la steppe et son besoin de transfigurer ses pensées par l'art. Il se met alors à la peinture et en fera plus tard son métier. Il y a une poésie et une profondeur incroyable dans ce livre que j'aimais. Adoré. Il se compose plus ou moins de deux parties. En fait, la première partie, que j'ai trouvée un peu plus ennuyeuse, est consacrée
à l'organisation de cette société qui, je vous le disais, est prise entre la modernité, la vie au rythme des travaux agricoles pour le soviet, et en même temps cette société polygame où les chevaux ont une grande importance. Et en fait, cette partie a quand même vraiment son utilité pour comprendre la deuxième partie qui, elle, est plus consacrée à l'histoire d'amour et montrer à quel point c'est un amour impossible dans cette société-là. Et cette deuxième partie, l'histoire d'amour, m'a vraiment bouleversée. J'ai trouvé que c'était d'une telle profondeur qu'en la lisant, j'ai senti que j'avais besoin d'une deuxième lecture que je ferai un jour parce qu'il y a énormément de poésie sous-jacente dans cette histoire. C'est vraiment un livre magnifique qui est d'une extrême simplicité et en même temps d'une profondeur, je vous disais, abyssale. C'est un livre qui a été adapté à plusieurs reprises en film. Sur YouTube, vous pourrez trouver 2 adaptations. Je vais vous mettre dans la description le lien vers chacune de ces adaptations. La première adaptation, elle date de 1968. Elle est en noir et blanc et je pense que c'est avec des acteurs et actrices kirghizes. C'est vraiment la plus fidèle. Et ensuite, il y a une autre adaptation dans les années 90 qui là me semble prendre pas mal de liberté avec l'histoire et notamment plusieurs personnages principaux, Seyt, Danyar, etc. sont incarnés par des blancs. Qui me semble être vraiment, en fait, une hérésie par rapport à cette histoire qui s'ancre profondément dans la société kirghize. Mais bon, c'est le whitewashing qu'on voit régulièrement à l'œuvre, et à l'époque, on n'en avait peut-être pas forcément trop conscience, mais c'est extrêmement gênant. Et je crois que c'est une version aussi qui romantise un petit peu plus l'histoire, alors que je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin. L'histoire est déjà extrêmement romantique, dans sa simplicité et dans sa profondeur sous-jacente, je vous le disais. Bref, c'est un livre que j'ai adoré, je vous le conseille à 1000%. Il m'a tellement plu qu'en fait, j'envisage de le faire étudier à mes étudiants à la fac, parce qu'il est très simple, il se lit très très bien, et je pense qu'il y a beaucoup à en dire. C'est Jamilia de Chingiz Aitmatov. L'amour, c'est pas que les romans, c'est quand même avant tout la poésie, qui est un genre antérieur au roman. En Chine, j'ai choisi un recueil de poésie ancienne, 100 poèmes d'amour de la Chine ancienne, qui va de 800 avant Jésus-Christ jusqu'à 1700 de notre ère. C'est un recueil qui traite de l'amour sous diverses formes, que ce soit la tristesse, la joie, la jalousie, l'attente, etc. Certains poèmes frappent pour leur concision, comme par exemple celui-ci, Au crépuscule, d'un auteur anonyme. Au crépuscule, je sortais de la maison, quand je t'ai aperçu qui passait ma porte. Minois coquet entre beaucoup d'accroche-cœurs. Ton parfum enivrant envahit le chemin. Mon parfum est celui des fleurs que je porte. Je n'ose me prétendre coquette, mais le ciel ne s'est opposé à mes vœux, puisqu'il m'a permis de te voir, mon aimé. D'autres poèmes sont en fait d'une grande poésie, par exemple celui-ci qui s'appelle Nostalgie d'amour de Zhang Shuai. Nostalgie d'amour, longue séparation. L'éloignement de ma belle m'est plus dur que manque de pluie. L'attente se prolonge, la solitude me noue le cœur. On regarde les nuages qui s'enfuient au loin, loin, les oiseaux qui volent haut et disparaissent. Toujours la même attente devant le ciel vide. Les larmes roulent sans la force de les essuyer. Nostalgie d'amour, longue séparation. Pourquoi semble-t-il à l'autre bout du monde celui à qui je pense ? L'attente se prolonge, la solitude me noue le cœur. Accablé, ne sais quand nous nous reverrons. Le clair de lune sur les marches de jade se reflète au rideau. Le vent nocturne en soulève la gaze légère. Tant pense à toi que je ne peux dormir, et m'assois pour contempler le mouvement de la Voie lactée. Parfois dans le recueil, il est indiqué pour des poèmes sur quel air populaire le chanter. Ici, le poème Douleur sans fin de Liu Yuxi, il est indiqué poème à chanter sur l'air de la branche de bambou, donc il faut connaître cet air populaire. Il y a un souci de réalisme social
dans certains poèmes qui ont été rédigés bien avant que l'Occident invente le concept de réalisme, puisqu'il y a un poème du IIIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Ballade sur le sort cruel de la femme et qui montre la double peine en fait que vivent les femmes, à quel point elles ont une vie difficile. Mais il y a aussi du réalisme dans un poème autobiographique où le poète qui s'est remarié pleure encore sa première femme, et c'est un poème qui date du XIe siècle. Ce poète s'appelle Mei Yao Chen, et son poème s'appelle Un rêve, nuit du 26 de la première lune de l'année 1048. Le voici, il est très court. 2 ans depuis mon remariage, que je ne l'ai plus revu en rêve. Hier m'est réapparu son visage, une triste douleur au milieu de la nuit. Une faible clarté à l'ombre de la lampe éclairait les solives en silence. La neige cognait à la fenêtre sans arrêt, soulevée d'impitoyables bourrasques. C'est pas très facile de parler de ce recueil parce que, comme le préfacier et traducteur le dit, en fait certains poèmes sont à clé, donc ils font référence à des événements qui sont pas parvenus jusqu'à nous. Et comme personnellement je n'ai vraiment absolument aucune référence dans la culture chinoise, que ce soit sa poésie, ses chansons populaires, etc. Je ne pouvais pas saisir d'éventuelles références accessibles aux Chinois, donc je me suis contentée d'apprécier les thèmes, d'apprécier les fulgurances poétiques, d'apprécier aussi l'ironie qui est assez importante. Il y a une préface assez intéressante, même si j'aurais beaucoup de choses à redire sur cette préface. D'abord, j'étais très agacée de constater que immédiatement, sur un recueil d'amour, est évoquée la sexualité, puisque l'auteur fait référence à Marco Polo qui évoque les courtisanes et leur sexualité. Et ensuite, il y a une espèce de petite remarque sexiste gratuite, puisque l'auteur dit dans sa préface: il n'en reste pas moins aux lectrices de quoi fantasmer lorsqu'un sexologue avertit, etc. Donc j'avais l'impression que le préfacier et traducteur c'était quand même une espèce de vieux libidineux qui, dès qu'on parle d'amour, paf, son cerveau il pense sexe, et j'ai trouvé que c'était vraiment nul. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'André Lévy c'était un très grand traducteur et sinologue, qui a beaucoup œuvré pour faire découvrir la culture populaire et la littérature chinoise. On peut trouver aussi traduit et préfacé par lui chez Garnier-Flammarion Histoire d'amour et de mort de la Chine ancienne, chef-d'œuvre de la nouvelle, Dynastie des Tang 618-907. Il n'empêche que je trouve son approche est douteuse et ses remarques déplacées, mais il faut reconnaître que la préface a la vertu tout de même, au bout d'un moment, d'expliquer les différentes périodes dans l'histoire chinoise et la littérature chinoise, et ça c'est assez précieux. Bref, c'est un ouvrage qui malheureusement n'est plus édité, mais qui vaut franchement le détour, c'est très original, donc c'est le moment de faire pression sur les éditions Piquet pour qu'ils le rééditent. Ça s'appelle 100 poèmes d'amour de la Chine ancienne. Impossible de parler d'Asie sans parler de l'Inde, un pays qui m'est cher. Ici avec Devdas de Sarat Chandra Chattopadhyay. J'ai déjà évoqué ce livre dans mon vlog de l'été 2024. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir la littérature indienne. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que je lis notamment des extraits de ce livre, ça vous donnera, je l'espère, envie de le lire. C'est un roman qui est paru en 1917, qui est souvent comparé à Roméo et Juliette. Il raconte une histoire d'amour impossible entre deux personnes qui s'aiment depuis leur enfance, Devdas et Parvati, mais comme Parvati est issue d'un milieu plus modeste, les parents de Devdas refusent cette union. Les deux continuent alors leur vie dans la tristesse, chacun à leur manière. Devdas de son côté sombre dans l'alcoolisme et adopte un comportement autodestructeur, alors que Parvati est mariée à un homme riche, donne toute satisfaction à sa famille, mais se sent comme morte à l'intérieur et doit renier son moi intérieur. C'est un film qui plusieurs fois a été adapté en film à Bollywood. La dernière adaptation date de 2002, elle a eu énormément de succès. C'est celle qui est représentée ici sur la couverture. Les deux acteurs ici sont des stars bien au-delà de l'Inde. Il s'agit de Shah Rukh Khan et Aishwarya Rai.
D'ailleurs, j'ai bien aimé cette adaptation, c'était le premier et le seul d'ailleurs, je crois, Bollywood que j'ai vu de ma vie. Le livre est marqué par un grand réalisme. D'abord, dans l'Inde coloniale du début du XXe siècle, les différences de classe sont très importantes et c'est l'élément qui empêche Devdas et Parvati de se marier. Mais la place de la femme au sein du mariage est également beaucoup pointée du doigt, puisque Parvati ne peut que obéir à ses parents, alors que Devdas de son côté a d'une certaine manière la possibilité de désobéir. Ensuite, un troisième personnage est très important, c'est celui de Chandramukhi, une prostituée. Elle tombe amoureuse de Devdas et s'occupe de lui. On a parlé parfois à propos du traitement de ce personnage d'une forme de féminisme, puisque c'est très moderne de parler d'une prostituée, ici une prostituée au grand cœur. La tragédie de l'amour s'incarne ici dans le thème classique de l'amour impossible, mais aussi par le caractère autodestructeur de Devdas. Au lieu de lutter, il préfère sombrer, ce qui le fait entrer dans la grande lignée des héros romantiques, tels Werther chez Goethe, Heathcliff chez Emily Brontë ou Eugène Onégine bien sûr. Cette dimension de drame psychologique est caractéristique du mouvement dans lequel s'inscrit cet ouvrage et globalement cet auteur, la Renaissance du Bengale. Le Bengale, c'est une région qui est partagée entre l'Inde et le Bangladesh, où on parle le bengali, qui est la langue dans laquelle a été rédigé ce roman. Au XIXe et au début du XXe siècle émerge un mouvement intellectuel, social, culturel dans cette riche région de l'Inde, alors sous colonisation britannique. L'élite hindoue est alors influencée par les idées européennes, c'est-à-dire le rationalisme, la philosophie, la science, l'athéisme, et par un mouvement social et religieux né dans la première moitié du XIXe siècle, le Brahmo Samaj, qui prônait la modernisation de la société, émancipation de la femme, réforme sociale, etc. Cependant, ce mouvement n'a jamais pris dans les couches populaires, mais il a profondément influencé ensuite la politique et la culture indienne. Les auteurs majeurs de ce mouvement sont Rabindranath Tagore, qui est le premier et malheureusement le seul actuellement prix Nobel de littérature indien en 1913. Il est considéré d'ailleurs comme l'apogée de ce mouvement de la Renaissance du Bengale. On cite également Bankim Chandra Chattopadhyay qui a écrit le monastère de la félicité et donc Sarat Chandra Chattopadhyay. Donc il ne faut pas confondre les deux, leurs noms sont proches mais ce ne sont pas les mêmes auteurs. La littérature qui est issue de ce mouvement culturel s'émancipe de la littérature religieuse ou mythologique qui prévalait jusqu'ici et se met à traiter de sujets sociaux réalistes, comme je le disais, la place de la femme, les tensions identitaires entre tradition indienne et modernité occidentale, sans oublier la dimension psychologique, voire spirituelle. Vous vous en doutez, ce mouvement a favorisé l'émergence, quelque temps après, du nationalisme indien. Bref, c'est un roman qui se lit très facilement, je crois que je l'ai lu en une après-midi, qui est très riche et qui, je vous le disais, pour moi constitue une bonne porte d'entrée dans la littérature indienne. Et je vous mettrai le lien vers ma vidéo où je l'évoque. Donc c'est Devdas de Sarat Chandra Chattopadhyay. On se dirige vers l'Extrême-Orient pour arriver au Vietnam et évoquer un grand classique de la littérature de ce pays. Il s'agit d'Au-delà des illusions de Dong Thuong, publié en 1987. Selon l'éditeur, c'est un livre qui aura marqué une génération. On suit ici l'histoire de Phuong Linh, une femme mariée et heureuse jusqu'au jour où elle découvre que son journaliste de mari, pour maintenir leur train de vie, a été contraint de collaborer avec le régime en place et a donc dû renier leurs idéaux de jeunesse. C'est une femme intransigeante, idéaliste, et elle le quitte ainsi que son enfant, allant d'amant en amant, découvrant que l'amour est lui aussi sujet au compromis. Donc c'est de là que vient le titre, c'est le fait qu'elle doit aller au-delà des illusions. On la suit ainsi que son mari qui est hébété de chagrin, qui pleure le départ de celle pour qui il a tout sacrifié, et on suit aussi un petit peu les différents amants de Linh. Le roman explore donc l'amour, la fidélité aux idéaux de jeunesse dans le contexte d'une société sous surveillance.
L'autrice, dans sa vie et son œuvre, se montre critique vis-à-vis du régime communiste vietnamien et de ses effets sur la société, propagande, censure, corruption, place subalterne de la femme, etc. Le personnage de Lin est presque fanatique parce qu'elle refuse toute compromission. Ainsi, son mari lui dit à un moment « Lin, tu es la femme la plus extrême de tous les êtres extrêmes en cette vie. Tu refuses de comprendre les contraintes de l'existence. Tu ne sais qu'adorer les grands hommes de notre enfance, des êtres idéaux qu'on a inventés pour notre imagination. J'étais ton idole. Mais comment survivrais-je si je devais rester le cristal que tu désires ? Personnellement, c'est un personnage, Lin, que j'ai détesté, et en fait, j'ai détesté le roman en général. J'ai trouvé que l'héroïne était vraiment très antipathique, qu'elle était en fait extrémiste, et je me suis trouvée beaucoup plus proche de son mari, qui est faillible, qui certes s'est montré lâche en acceptant la compromission avec le parti, mais qui en même temps a placé au-delà de ses idéaux de jeunesse son amour pour sa femme et pour sa fille, et aussi son envie d'un certain confort. Donc je l'ai trouvé très humain et finalement beaucoup plus proche de nous que cet extrémiste de Lin. De manière générale, c'est la deuxième fois que je me casse les dents sur un ouvrage de Dong Tuong, donc moi je vais arrêter de la lire. Je trouve que c'est très subtil comme littérature et moi, je le dis souvent sur cette chaîne, voilà, les trucs subtils c'est pas pour moi, je dois pas être une meuf très subtile. J'ai du mal, voilà, avec la littérature un petit peu subtile. J'ai trouvé que finalement c'était assez fade. C'était difficile de vraiment créer un lien et de s'attacher au personnage. Mais je vous le cite ici parce que c'est quand même un grand classique de la littérature vietnamienne. Moi j'ai mon avis, mais vous pouvez en avoir un autre. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. C'est une autrice contemporaine majeure et donc c'est un de ses livres les plus connus. C'est Au-delà des illusions de Dong Tuong. On termine ce voyage au Japon avec un livre qui me semble infiniment plus qualitatif que le précédent, mais ça n'est que mon avis. Et c'est ce livre qui a inspiré en premier cette vidéo. Il s'agit du Fusil de chasse de Yasushi Inoue, un livre que j'adore. Et quand je l'ai lu en 2023, je me suis dit que je ne connaissais pas toutes ces belles histoires d'amour qui étaient écrites par des auteurs non occidentaux, d'où cette vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai crié mon amour pour ce livre dans mon vlog de l'été 2023, je vous remettrai le lien dans la description. Il s'agit du plus célèbre roman de cet auteur, Yasushi Inoue. Il a été publié en 1949 et il est composé de 3 lettres écrites par 3 femmes à un homme qui a vécu une relation adultère avec sa voisine. Chacune des femmes exprime comment cet amour souterrain et absolu a tout ravagé sur son passage et a marqué leur propre vie. C'est un roman épistolaire très court, il fait moins de 200 pages je crois. Il est très psychologique, l'auteur explore les ravages de l'amour sur les proches, comme on le voit dans cette citation. Le mot famille est trop chargé de tendresse, d'humanité pour que j'en fasse usage. Il vaudrait mieux, et je pense que tu es d'accord, parler de citadelle. Autant que je me souvienne, depuis plus de 10 ans, chacun de nous s'est retranché derrière les murs de sa citadelle. Tu m'as trompé et je t'ai trompé, mais c'est toi qui as eu l'initiative. Quel calcul affligeant peut bien faire un homme ? Notre existence est entièrement édifiée sur nos secrets respectifs. Tu as prétendu ne pas faire cas de mes agissements scandaleux, et pourtant c'était tantôt le mépris, tantôt le déplaisir, tantôt l'ennui que je lisais dans tes yeux. Ici, l'auteur bat en brèche la vision solaire, romantique de l'amour. Il nous interroge sur le prix que nous sommes prêts à payer pour nos trahisons et quel serpent vit en nous et nous empêche de vivre. Ainsi, cette très belle citation que j'avais déjà citée dans mon précédent vlog mais que je vous remets ici tellement elle est belle. Jusqu'à présent, je croyais que l'amour était semblable au soleil, éclatant et victorieux, à jamais béni de Dieu et des hommes. Je croyais que l'amour gagnait peu à peu en puissance, tel un cours d'eau limpide qui scintille dans toute sa beauté,
sous les rayons du soleil, frémissant de 1000 rides soulevées par le vent et protégées par des rives couvertes d'herbes, d'arbres et de fleurs. Je croyais que c'était cela l'amour. Comment pouvais-je imaginer un amour que le soleil n'illumine pas et qui coule de nulle part à nulle part, profondément encaissé dans la terre comme une rivière souterraine. C'est un roman où il y a une très faible caractérisation des personnages et de l'environnement, ce qui contribue à lui donner un caractère universel et permet à l'auteur de se concentrer uniquement sur l'intériorité des personnages et les relations interpersonnelles. Le thème du secret et de la solitude sont vraiment très importants dans ce livre. Il y a une écriture très subtile, sans gras, qui cherche à toucher juste avec une économie de mots, tout en laissant de la place au lyrisme et à la poésie. Donc je vous le recommande à 1000%. Il s'agit du Fusil de chasse de Yasushi Inoue. Je vous rappelle les ouvrages dont j'ai parlé dans cette vidéo, il y en a un sacré paquet. Donc c'était Eugène Onegin d'Alexandre Pouchkine, Leila et Majnoun de Nezami, Nous sommes tous à égale distance de l'amour d'Adania Shibli, Le beau juif d'Ali Al-Moukri, Les corps célestes de Joka Alarti, Jamilia de Chingiz Aitmatov, 100 poèmes d'amour de la Chine ancienne, Devdas de Sarat Chandra Chattopadhyay, Au-delà des illusions de Dwong Tu-Wong et Le fusil de chasse de Yasushi Inoue. J'espère que ce petit voyage littéraire vous a plu pour découvrir quelques belles histoires d'amour de la littérature asiatique. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si je vous ai donné envie de les lire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner si ça n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, surtout de très belles lectures.